5 plus grandes économies mondiales, l'une d'entre elles est avant tout une puissance maritime, le Japon. En plus d'être un archipel, le Japon a la particularité d'avoir plus de mers que de terres. Ses mers territoriales et ses eaux intérieures représentent une superficie de 430 000 km² contre un peu moins de 380 000 km² de territoire. Le pays exerce aussi des droits particuliers pour exploiter les ressources dans des eaux qui ne lui appartiennent pas. On appelle ça des zones économiques exclusives. Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cette zone s'étend jusqu'à 200 000 nautiques de la côte. Bref, le Japon doit défendre beaucoup plus de mers que de terres. En plus, si on regarde où se concentre sa population, on voit que près de la moitié de ses 126 millions d'habitants vit à proximité des 35 000 km de littoral. Le Japon est donc un pays essentiellement tourné vers la mer, autant pour son économie que pour sa défense nationale. D'ailleurs, l'enjeu n'est pas seulement géographique, mais il est aussi et surtout économique et militaire. Puisque c'est un archipel, la quasi-totalité du commerce extérieur japonais se fait par bateau, et notamment 80% de ses besoins en énergie et la totalité de ses besoins en pétrole. C'est donc fondamental pour l'économie japonaise de garantir des eaux sûres et contrôlées, que ce soit par le Japon ou ses alliés, et c'est exactement ce qui détermine la majorité de ses décisions sur le plan sécuritaire. On a déjà vu sur Diplo qu'en termes de volume, la Chine est en train de construire la plus grande flotte navale au monde. Ses ambitions sont de contrôler les eaux régionales, ce qui impacte évidemment les pays voisins, dont le Japon. 3 novembre 2022, la marine chinoise établit une fréquence record d'intrusion dans les eaux japonaises. Les navires de la marine de l'Armée populaire de libération sont entrés 8 fois dans les eaux territoriales japonaises depuis 2004, donc 5 fois depuis octobre 2021. Ça inquiète de plus en plus le Japon qui a décidé de prendre les choses en main. Alors, quels sont ses points faibles? Comment le Japon va-t-il protéger ses côtes, mais aussi ses intérêts économiques et territoriaux? Le Japon parviendra-t-il à devenir une puissance militaire et un acteur clé de la région Asie-Pacifique? C'est parti! Sécuriser les voies d'approvisionnement. Commençons par jeter un œil à cette carte. À l'écran, les principales lignes de communication maritime connues sous le nom de SLOC. Sea Lines of Communication. Ce sont des routes par lesquelles transitent la majorité des exportations et importations du Japon, mais aussi de la Chine ou de la Corée du Sud. Quand on parle d'exportation et d'importation, on ne fait pas seulement référence aux biens de consommation, mais aussi et surtout aux équipements industriels et aux approvisionnements énergétiques. Près de la moitié de tout le gaz naturel liquéfié importé par le Japon passe par l'une de ces zones de tension indiquées sur la carte. Les détroits d'Ormuz, de Malacca et de Taïwan sont particulièrement importants. On parle de volumes gigantesques. Avec un peu plus de 74 millions de tonnes par an, le Japon est le deuxième importateur mondial de GNL, juste derrière la Chine, premier importateur au classement depuis 2021. Mais on ne parle pas juste de gaz. Pour le pétrole, ces zones sous tension sont cruciales. 90% de tout le pétrole importé par le Japon provient du Moyen-Orient. Il doit donc passer par toutes ces zones, ce qui est vachement risqué pour la sécurité énergétique du Japon. Par exemple, le détroit d'Ormuz qui sépare les Émirats Arabes Unis et Oman de l'Iran fait moins de 63 km de long et seulement 40 km de large à certains endroits. Et c'est important parce que cette zone est particulièrement tendue du fait des menaces et des attaques iraniennes sur des navires commerciaux. 13 juin 2019, un navire japonais attaqué près des détroits d'Ormuz, les États-Unis blâment l'Iran. 4 janvier 2021, un pétrolier sud-coréen saisi par l'Iran dans les détroits d'Ormuz. Et ce ne sont que des exemples, la liste est très longue et les tensions, elles vont en crescendo. Du coup, les pays qui souhaitent sécuriser leurs lignes d'approvisionnement multiplient les opérations militaires, notamment pour escorter les navires. Le Japon dépêche un navire et des avions pour protéger les voies maritimes au Moyen-Orient. Des milliers de navires japonais sillonnent ces eaux du Golfe chaque année, y compris des navires transportant de 9 dixièmes de notre pétrole. C'est la bouée de sauvetage du Japon. L'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe à la base navale de Yokosuka près de Tokyo. Et c'est que le début. Après avoir traversé cette zone en toute sécurité, les navires pleins de GNL ou de pétrole et les cargos en route pour le Japon ou la Corée du Sud doivent traverser une deuxième zone difficile, les mers d'Asie du Sud-Est. Ici, le risque est double, la Chine et la piraterie.
Contrairement à ce que l'on peut penser, la région de la Corne d'Afrique, au large de la Somalie, n'est pas la partie du monde la plus exposée au risque de piraterie et de détournement de navires. La Corne de l'Afrique est certes le berceau de la piraterie moderne, mais c'est en Asie du Sud-Est que se trouve le plus de pirates aujourd'hui, environ 60% de la piraterie mondiale. On les retrouve plus particulièrement dans les zones des détroits de Malacca et de la Sonde, ou alors à proximité des côtes vietnamiennes, cambodgiennes, indonésiennes et malaisiennes. C'est là que se trouvent les zones les plus tendues, même si des attaques ont déjà été signalées au nord de Taïwan. Et si on jette un œil à la carte des Sea Lines of Communication, les SLOC, on voit que les principales routes d'importation et d'exportation du Japon et de la Corée du Sud passent justement par ces points-là. Ça nécessite bien sûr un niveau de sécurité supplémentaire dans la zone qui est généralement assuré par une collaboration internationale entre les pays affectés et les pays exerçant leur souveraineté sur ces eaux. Le problème, c'est que la plupart de ces pays en Asie du Sud-Est n'ont pas encore de marine forte ou de ressources suffisantes pour sécuriser leur zone nationale. Le trafic maritime est donc ici protégé par cette collaboration internationale dont la Chine et les États-Unis. Mais pour des pays comme le Japon, c'est pas forcément idéal. Les Japonais ne veulent pas que leurs approvisionnements dépendent du bon vouloir de Xi Jinping. C'est pour ça qu'ils misent sur une politique de défense navale ambitieuse. En 1981, le premier ministre Zenko Suzuki a mis en œuvre la politique de défense de la route maritime jusqu'à 1000 milles. En gros, les navires militaires japonais se réservent le droit d'intervenir pour protéger leurs intérêts commerciaux dans une zone allant jusqu'à 1000 milles nautiques des limites du territoire japonais. C'est ce qui explique en partie pourquoi le Japon s'est embattu pour revendiquer la souveraineté sur certaines îles un peu lointaines en mer de Chine du Sud. Ils veulent étendre au maximum cette ligne de défense maritime tout en restant légitimes. Et ça explique des infos comme celle-ci. 3 février 2016. Le Japon va dépenser des millions sur les minuscules îlots à 1000 milles au sud de Tokyo. Le problème, depuis sa défaite à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le Japon ne peut pas et ne souhaitait pas construire une grande armée. Il n'a donc pas aujourd'hui le moyen de ses ambitions. Alors que sur la même période, ces dernières années, la Chine a creusé l'écart. Pire, elle justifie son expansion dans et autour de la mer de Chine méridionale par l'approche trop agressive du Japon sur ces zones disputées. Alors que la Chine modernise ses forces armées et construit la plus grande marine du monde, la tension est de plus en plus palpable côté japonais. Surtout quand on connaît l'ambition de Xi Jinping. Les conflits avec Hong Kong et Taïwan ont été révélateurs pour le Japon qui ne veut surtout pas devenir un pays satellite ou soumis à la puissance chinoise. Ce qui nous amène à notre troisième zone de tension. D'un point de vue militaire, le détroit de Taïwan est probablement la zone la plus tendue des mers d'Asie de l'Est et il impacte particulièrement le Japon pour deux raisons. La première, c'est que Taïwan est sous la protection implicite du Japon. Les intérêts économiques et stratégiques nippons y sont énormes et la stabilité de l'île est essentielle, non seulement d'un point de vue politique, mais aussi du business. La deuxième raison, c'est que la route d'approvisionnement énergétique et de marchandises qui relie le Japon, l'Europe et le Moyen-Orient passe justement par le détroit de Taïwan. Donc la quasi-totalité de l'économie japonaise dépend de la stabilité des zones à haute tension. Une stabilité qui dépend aujourd'hui de plus en plus du bon vouloir de la Chine. Pour le Japon, la plus grande menace n'est probablement pas une guerre avec la Chine, mais d'être soumis à la pression du régime de Beijing. Alors comment le Japon peut-il protéger son économie, ses lignes d'approvisionnement et sa souveraineté? Quelles sont ses options? Il peut déjà renforcer ses alliances internationales. Et c'est justement ce qu'il fait avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde, l'Australie et même la Corée du Sud. 6 septembre 2022, la Corée du Sud et le Japon ont établi leur premier port pour l'air de défense de haut niveau en 6 ans. 8 septembre 2022, l'Inde et le Japon organiseront davantage des exercices militaires pour consolider leurs liens. 23 octobre 2022, le Japon et l'Australie mettent à niveau le pacte de sécurité contre la menace chinoise. 5 novembre 2022, le Japon signera un pacte militaire avec les Royaumes-Unis alors que des alliés surveillent la menace chinoise. Il peut aussi reconstruire sa marine et redevenir une grande puissance maritime. Les Japonais le savent bien, c'est la seule option face à l'expansionnisme de la Chine. Le nouveau livre blanc japonais sur la défense 2022 appelle à un renforcement militaire massif pour contrer la Chine. Et justement, le Japon veut se réarmer au plus vite en misant principalement sur sa capacité en mer et son armement balistique. Mais quels sont ses plans pour redevenir une puissance militaire à part entière? On regarde ça. La nouvelle aube du soleil levant.
maintenant. Personne ne peut nier que le Japon est de retour dans le domaine militaire. On l'a dit, les dépenses se feront principalement pour la force maritime d'autodéfense et l'armée de l'air. L'objectif sera de créer une nouvelle force aéronavale, mais dépendante des US, capable de rivaliser avec la Chine et de défendre les intérêts du pays dans toute la région. D'ailleurs, au cours des 5 prochaines années, le Japon compte dépenser un peu plus de 300 milliards de dollars pour ses forces armées. Jusqu'à présent, à peine 1% du PIB était consacré à la défense. Le but, il est de passer à 2% du PIB. Ce qui ferait du budget militaire japonais le 3e le plus important au monde, derrière celui des États-Unis et de la Chine. Un réel revirement en termes de politique de défense. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas présenté de plan global clair avec ses priorités, mais il commence à annoncer certains projets, comme par exemple son investissement de 7 milliards 100 millions de dollars dans 2 destroyers dotés de la capacité de défense antimissile balistique avec une livraison prévue vers 2027. On peut se dire que 2 navires en plus, c'est pas beaucoup. Mais avec 210 mètres de long et 20 000 tonnes chacun, ce seront les plus grands destroyers de toutes les eaux asiatiques. Ils seront aussi équipés du système de combat Aegis le plus avancé au monde, avec des missiles intercepteurs SM-3, la crème de la crème dans leur catégorie. Et il y a autre chose. Le Japon met en service la première nouvelle frégate multirôle de classe Mogami. Le Kumano est le premier de 22 navires prévus sur la classe, qui comprendront de capacités jamais vues auparavant sur une frégate japonaise. C'est ce nouveau groupe de frégates que le Japon utilisera pour des missions de surveillance maritime dans ses eaux territoriales, mais aussi à l'extérieur, y compris en mer de Chine méridionale en cas de conflit. Après avoir transformé le premier destroyer polyvalent Izumo en porte-avions, le Japon a annoncé en mars 2022 commencer les travaux de transformation sur le 2e navire. Ils deviendront les premiers porte-avions battant pavillon japonais depuis l'ère impériale. Ces porte-avions accueilleront 42 chasseurs à décollage vertical F-35B de 5e génération qui seront utilisés pour dissuader les potentiels raids aériens de la Chine dans l'espace aérien du Japon et de ses alliés. Les nouvelles commandes ajoutées aux avions déjà existants devraient constituer une flotte de 147 F-35A d'ici quelques années. Ce sera la 2e plus grande flotte de F-35 après celle des États-Unis. Avec les drones états-uniens Global Hawk et les 2 nouveaux ravitailleurs Boeing KC-46A, le Japon aura une super capacité de défense aéronavale. Et c'est pas tout. 9 décembre 2022, le Japon, la Grande-Bretagne et l'Italie prévoient un avion de combat de 6e génération pour rivaliser avec les avions de combat les plus avancés au monde. Le Japon, le Royaume-Uni et l'Italie développeront avec le soutien des États-Unis un avion de chasse à la pointe de la technologie. L'objectif annoncé est de compléter les flottes de F-35 et de dépasser les capacités militaires de la Chine et de la Russie. Et les Japonais envisagent même de développer un missile hypersonique qui entrerait en service d'ici 2030. 3 novembre 2022, le Japon envisage le déploiement de missiles hypersoniques d'ici 2030 pour renforcer sa dissuasion. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le Japon a toujours été réticent sur tout ce qui a trait au militaire. Du fait d'une constitution pacifique certes, mais aussi par conviction. Mais avec la montée en puissance militaire de la Chine, les provocations de la Corée du Nord et l'imprévisibilité de la Russie, la situation n'est plus la même. Et oublions pas que le Japon et la Russie ne sont pas très loin l'un de l'autre et qu'ils sont toujours en conflit pour la souveraineté sur les îles Kuriles. Le Premier ministre Kishida pense même à réviser les directives militaires du pays pour y inclure la possibilité de frappes préventives. Dans le cadre juridique actuel, ce serait difficile à appliquer sans une réforme de la Constitution, idée de plus en plus populaire dans la société et la classe politique japonaise. En attendant, la communauté internationale est très attentive à la réaction de la Chine. Elle aurait qualifié la stratégie de réarmement du Japon de menace pour l'équilibre régional. D'ailleurs, même la Corée du Sud, alliée de circonstances du Japon, ne semble pas du tout à l'aise avec la rhétorique de la nation nippone. Maintenant, à toi, le Japon va-t-il devenir une puissance aéronavale capable de rivaliser avec la Chine? Va-t-il devenir le bras droit des États-Unis dans la région ou va-t-il devenir une puissance militaire à part entière? Dis-nous ce que t'en penses en commentaire et comme d'hab, si t'as aimé cette vidéo, mets un petit like et si c'est toujours pas le cas, abonne-toi à Diplo. Merci pour ton écoute, à la prochaine, arigato et sayonara.